Aujourd'hui à l'émission, Death Becomes Her, Groundhog Day et Broadcast News. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, on jase de film. La formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Good, the Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec un cinéphile assez éclectique. C'est un improvisateur hors pair qui fait carrière dans le monde de la publicité. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux pour notre plus grand bonheur. Il est drôle, allumé. Il y a très souvent le mot juste. Mathieu Bouillon, allô? Bonjour, allô, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté merci à l'invitation. toi, ça me fait énormément plaisir de parler de film. Ouais. Depuis le temps qu'on se dit qu'on va enregistrer cet épisode-là, ça fait quand même plusieurs mois, je pense. Je t'ai envoyé l'invitation. Oui. Je me souviens plus quand. Est-ce que c'était même toi qui m'avais écrit un moment? Je me souviens plus. Peut-être, il faudrait voir dans nos, dans nos conversations. Oui, c'est peut-être moi, je suis capable d'avoir fait ça. Mais tant mieux, faut s'imposer. Ouais. Comme je disais en ouverture, t'es concepteur et rédacteur dans la boîte de publicité Sidley. Ça fait combien de temps que t'es là? 15 ans? Ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans? Ouais, fait que là, je suis dans les vieux, là. Je suis vraiment dans les vieux. Ouais, t'es rendu avec les idées poussiéreuses de publicité. Exactement. Ils vont te prendre pour Norwich Union bientôt. Puis toutes les publicités de la trousse testamentaire canadienne. Oui. Je pense que c'est toi qui vas les faire éventuellement. Hey, d'ailleurs, anecdote, tu sais, quand j'étais petit, là, ben, pas petit, mais mettons, tu sais, jeune adulte, là, elle passait, là, cette pub-là de la trousse testamentaire canadienne. Puis le gars, il me ressemblait tellement, là. Pour vrai? Ouais, je te l'enverrai, tu vas voir, là, ma soeur, elle riait de moi, là, tu sais. Elle m'appelait trousse testamentaire. La trousse testamentaire canadienne. Ah, des belles pubs faites avec des franco-ontariens. Complètement, oui. On les aime. J'ai quand même de l'Outaouais, là. Je suis collé sur la franco-ontarie. T'as enseigné, si je me trompe pas, t'as enseigné la publicité à l'école de l'humour il y a quelques années. C'est correct, c'est mon chat qui est un personnage dans le podcast qui sac tout à terre comme d'habitude. C'est correct. Oui, c'est la 5e année que je donne le cours cette année là, de pub. Aux auteurs? Aux auteurs à l'école, ouais. J'aime bien ça, c'est cool. C'est le fun. Moi, c'était des cours quand j'ai fait... Moi, j'ai fait l'école l'année avant que tu arrives. OK. Donc, en 2016-17. Ouais. Et je me souviens que c'était le cours que je voulais pas faire. OK. Par manque d'intérêt. Moi, je me disais, j'irai jamais en pub. Je suis pur, puis tout ça. Puis... Tu sais, je partais avec cette énergie-là un peu cocky, un peu... Je regarde la publicité de haut. Ouais. Fait que je voulais toujours que mes projets, mes concepts soient un peu décalés, un peu hors norme. Ouais. Puis le prof disait, mais tu pourrais en faire. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, ultimement. C'est vraiment. Ça, c'est Alexis Cadieux qui était ton prof, qui est un excellent publicitaire. Là. Je l'aime beaucoup aussi. Oh, ça marche? Oui, ça marche. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait rien de brisé qui fasse du bruit en dedans, mais tout va bien. Ben, c'est un peu, moi, de même que je présente le cours aussi, là, dans le sens que je le sais que de base, quand tu es à l'école de l'humour comme auteur, ça ne te tente pas de t'en aller en pub, mais moi, je le fais, je montre vraiment, c'est un outil de plus à votre arc, on va s'amuser, puis, tu sais, je pense que en tant que... je peux quand même avoir des insights intéressants sur la création humoristique là, qui dépasse le truchement de la pub. Là, fait que ça finit que j'ai bien du fun, puis je pense qu'il aime beaucoup mon cours aussi. Non, mais c'est un cours final dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai jamais travaillé en pub, mais en sortant de ce cours-là, je me disais, ça peut être une avenue intéressante. Ça peut être quelque chose dans lequel je crois que je pourrais trouver mon plaisir. Ouais. Puis tu sais, je pense que les frontières, on déborde un peu du sujet, mais tu sais, les frontières sont plus lousses aujourd'hui entre c'est quoi faire de la pub, c'est quoi écrire pour la télé, c'est quoi, tu sais, je pense qu'il y a moyen de... Tu sais, Alexis Cadieux en est un bel exemple aussi. Là, fait c'est ça. C'est intéressant, Et t'es dans la Ligue d'improvisation de Montréal depuis plusieurs années. 2006, ça ferait plus de 15 ans, là, tu sais. Tu vas fêter ton 16e anniversaire. Tu vas avoir ton Sweet 16 de l'impro. De la lime, en fait. Oui, c'est fou, j'en reviens pas comment ces années-là ont passé vite aussi, là, mais tu sais,
des grands amis, des grandes amitiés, des grands fous rires d'année en année. Aussi, tu sais, le bassin de joueurs est assez stable, comment dire, à la Lime. Là, tu sais, c'est beaucoup du monde de ma génération qui joue encore là. Fait que j'ai du plaisir comme au premier jour. Là. Quand ça va recommencer, on a bien hâte d'être là encore. Je vous souhaite que ça reprenne le plus rapidement possible. Puis sur les réseaux sociaux, tu partages plein de parodies de chansons. Je me souviens bien, tu avais fait Beyoncé dans le style de la Bolduc. Ouais. T'as aussi le piano bar chez Bouillon. Ouais, j'ai déjà fait ça à l'époque là, où je faisais des shows de piano bar là, en prenant les requests. Là. Mais ouais, je fais des petites vidéos sur Facebook. Là. C'est pas tout qui est un succès, mettons. Là, mais... non, mais il y a toujours une idée intéressante derrière, au moins. Exact, c'est ça. Il y a toujours une recherche de se dépasser ou de te réinventer ou de faire quelque chose de différent du reste de ce qu'on voit. Tu prends pas juste un meme puis tu vas le reformuler d'une autre manière. Non, tu sais, moi, ça... Tu proposes quelque chose de le fun. Ce qui ça fait... C'est pas tout qui pogne. Plein d'affaires que je fais ont aucun succès, mais au moins, je me dis tout le temps, il y a personne d'autre que moi qui penserait à ce rapprochement-là ou qui penserait à faire cette affaire-là, tu sais. Fait que ce qui peut expliquer que ça pogne pas aussi, mais au moins... Je me sens jamais pute en les faisant. Ouais. Je me sens jamais genre, je vais à la remorque des likes. J'aime mieux exprimer ce que moi j'ai envie d'exprimer, quitte à ce qu'il y ait juste genre, tu sais, 2000 views, là, mais tu sais qu'au moins... Oui, c'est quand même le fun d'avoir 2000 vues. Là, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Puis il y a quelque chose de plus pur, parce que justement, tu penses pas à... Faut absolument que j'aille des likes. Puis des fois, il y a... Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, des fois, je vais passer 3 heures, 4 heures, 5 heures sur Photoshop à faire une image, puis dans ma tête, le concept est clair, je la mets sur Facebook, puis... Ça lève moins. Puis je suis comme, bon, ben écoute, ce sera ça, mais au moins j'ai eu du plaisir à le faire. Ben c'est ça. Puis tu sais, on n'a plus le Facebook de 2015 aussi. Tu sais, moi, j'avais pogné 100 000 views là, avec une affaire que j'avais faite là, qui s'appelait La Dinde Noire, là, qui était... Oui. En tout cas, tu sais, puis... La fameuse Dinde Noire. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était la chanson de Marie-Carmen, là, qui parlait de la Dinde Noire. Mais tu sais, Christy, 100 000 views aujourd'hui sur Facebook, no joke. Faut être Kim Kardashian là, pour faire ça. Là, même nos gros influenceurs québécois... font pas c'est dur à atteindre 100 000 vues. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. C'est un miracle quand ça arrive. Là, Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui t'ont marqué quand tu étais enfant? Avec quoi tu as grandi? Mon Dieu! À part la trousse testamentaire canadienne. À part la trousse testamentaire. OK, les films qui m'ont marqué, ben écoute, tu sais, les Retours vers le futur de ce monde, évidemment. Si on parle de mon enfance, là... sur quoi j'ai trippé? Pour vrai, j'avais trippé genre sur Des pilotes en l'air. Les films pour enfants, ben, c'était les ciné-cadeaux. Mettons Capitaine Crochet en 1991. Là, j'étais allé voir ça au cinéma. J'avais donc 9 ans. Ça, je me rappelle, là, j'avais trippé là-dessus. Là, à l'enfance... Peter le chat sans queue, je me rappelle. je connais pas ça. Dessin animé de ciné-cadeau. Oui, ça sonnait comme du ciné-cadeau. Ouais, c'est ça, le chat sans queue. Mais, j'ai l'impression que tu me parles d'un film d'animation soviétique ou allemand ou je sais pas quoi. Ben, Christy, pour vrai, je pense que tu te trompes pas. C'est peut-être, il me semble que c'était genre un pays d'Europe. Europe de l'Est. Ouais, genre peut-être le Danemark. Là, faudrait chercher, mais ça, en tout cas, je pense que ma génération, ils ont tous vu ça beaucoup là, à ciné-cadeau. Là, mais sinon, des films, écoute, no joke, là, La Mélodie du bonheur, on regardait ça full chez nous. Un film qui m'a marqué quand j'étais petit, là, ça s'appelait Boomerang avec Eddie Murphy qui faisait un publicitaire. C'était un film avec plein de référents hyper black, là, mais tu sais, je sais pas pourquoi moi et ma soeur on tripait là-dessus. Là. C'est un film de 92. Et d'ailleurs, moi, on dirait que j'ai quelque chose avec l'année 1992. Ben, ça, oui. Parce ça que je pense que deux des films desquels on parle aujourd'hui viennent de cette année-là. Puis il y a plein d'autres films que j'ai trippé de cette année-là. Fait que, mettons, on lui donne 2 ans pour être passé à la TV. Parce que moi, j'allais pas au cinéma à 10 ans à Rimouski. Là. Fait que c'était des films à la TV. Fait que, mettons, des films que j'ai vus donc entre 12 et 14 ans, là, m'ont énormément marqué. Là. Fait que, mais à l'enfance, mon Dieu, j'aurais dû y penser avant. Mes réponses sont pas bonnes, il me semble. non, c'est parfait. Ça, c'est toujours la question que je dis pas que je vais poser. OK, fait que tu veux voir c'est quoi qui exactement, oui. Moi, je tripais sur les Schtroumpfs quand j'étais enfant. Vraiment beaucoup, là. T'avais-tu des figurines de Schtroumpfs? Oui, j'avais des figurines. Je tripais sur les bandes dessinées. Puis c'est drôle, je revisite ça un peu, les Schtroumpfs, dernièrement. Tu sais, comme eu des documentaires. Puis tu sais,
le regard un peu, tu sais, chauvin là, de cet homme-là, là, Peyo, dans les années 60, tout ça, mais reste qu'il avait quand même un regard acerbe sur des mécanismes en société, tout ça, puis il y a des affaires bien intéressantes dans les Schtroumpfs, si on peut aller au-delà de la misogynie. La Schtroumpfette. La Schtroumpfette, là, si on lui pardonne la Schtroumpfette, ben, le regard qu'il y a sur les hommes, je parle les hommes en tant que l'humanité, mettons, là, il y a des leçons intéressantes, je pense. Là-dedans. Ouais, ben tu sais, c'est tous des stéréotypes, mais qui témoignent de quelque chose. Tu sais, le Schtroumpf à lunettes. Là, tout à fait. On connaît tous quelqu'un qui ressemble à ça, le Schtroumpf farceur, puis tout ça. Complètement. Mais tu sais, c'est des études de personnages. C'est ça, c'est quand même fou d'avoir créé un langage, de un, mais une société complète avec ses codes, ses coutumes, sa culture, puis tout ça. C'est quand même une œuvre assez... Les Schtroumpfs, ça devrait pas être aussi simple que ce l'est, parce que j'imagine que la création a dû être extrêmement pénible de penser à tous ces codes-là. Hey, tellement, là, c'est ça, c'est tout un univers qui s'est fait, là, tu sais, puis... Non, en tout cas, je sais pas pourquoi on parle des Schtroumpfs, là, parce qu'il y a pas tant de films de Schtroumpfs, mettons. Mais... Non, ils sont pas très bons. Non, les derniers, c'est d'autres choses, là, mettons. Mais... Enfin... On va rentrer dans ta liste avec ton premier film qui est Death Becomes Her de 1992, réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui avait fait Back to the Future puis qui a fait plein de films. Il a fait Forrest Gump. Exactement. Deux ans avant de faire Forrest Gump, il fait Death Becomes Her. On dirait que les années ne fitent pas, mais c'est fou, là. C'est à 2 ans d'intervalle. Non, c'est ça. Ben, comme Spielberg fait Jurassic Park, puis le lendemain matin, il s'en va sur le plateau de la liste de Schindler. C'est ça. C'est malade, ça, pour vrai. Hein? Ouais. Donc, ça met en vedette Bruce Willis dans le temps où il aimait encore jouer dans des films. Goldie Hawn dans le temps où elle jouait dans des films. Meryl Streep. Et Isabella Rossellini, la grande Isabella Rossellini, c'est triste à quel point on la voit plus maintenant dans des films, puis elle devrait encore jouer dans des films grandioses. J'avoue. Quelle actrice. Ça raconte quoi, Death Becomes Her? Death Becomes Her, c'est l'histoire de Madeleine, qui est comme une espèce de star déchue de cinéma, qui, dans le fond, revoit une vieille amie, tu sais, qui est Helen, qui est donc Goldie Hawn, et qui, comme on dirait par magie, est devenue hyper belle. Donc, c'est vraiment cette histoire d'une star vieillissante qui va chercher un moyen de retrouver sa jeunesse. Et elle le trouve par hasard. C'est donc une potion magique que lui offre le personnage de Isabella Rossellini. Donc, c'est ça. On suit un peu les tribulations là, de qu'est-ce qui arrive une fois qu'elles ont consommé cette potion-là, qui les rend malheureusement immortelles. Donc, une fois qu'elles meurent, là, ils sont pognés avec leur corps qui ne peut que décrépir. Mais, donc, c'est un peu ça. Mais je pense pas que je vende punch à personne. Là. Tout le monde a vu ça. Là. Toi, tu l'as vu hier soir? Je l'ai pas encore fini. Je suis rendu au bout où elle prend la potion. Oh, OK. Je suis rendu là. Fait que mais je suis assez accroché. Ce que j'aime des films de cette époque-là, tu sais, j'en pense souvent à des films comme Edward Scissorhands, qui est à peu près la même époque, même les Batman, complètement. Ça. Ils ont leur propre univers qui existe. Vraiment, Tout est réfléchi. C'est plein de petits détails partout. C'est riche comme univers. C'est généreux, je trouve. Ça t'en met plein la vue. T'sais, moi, c'est ça que j'aime notamment de ce film-là, c'est que... Puis moi, j'ai vu ça, là, comme à l'adolescence. On dirait que c'est un film qui passait à la TV. Je l'avais sur une cassette, je l'avais tapé, puis j'y revenais à l'occasion. Mais ce n'est que, mettons, il y a environ 5 ans que je me suis rendu compte à quel point ce film-là m'a construit, à quel point il est dans mes Dans quel sens ça t'a construit? Au niveau de l'humour, au niveau au niveau de l'humour, au niveau de la construction de l'histoire, au niveau des références aussi. Tu sais, il y a un côté très, puis je connaissais pas ce mot-là avant, là, mais camp, là, qui est comme un peu du kitsch, tu sais, comme plus grand que nature. Tu sais, juste la scène d'ouverture, là, qui est l'espèce de mauvaise comédie musicale. Tu sais, moi, je la connais par cœur, cette chanson-là. Et évidemment, le doublage français, hein, parce que moi, c'est d'abord en français que je l'ai vu, ce film-là. La mort vous va si bien. La mort vous va si bien. Puis, tu sais, il faut le dire, il passait souvent à Radio-Canada, ce film-là, tu sais. Fait que, c'est ça, tu le regardes de même, il passe un soir l'été, t'es tout seul, t'as 16 ans, tu sais, puis là, tu te rends compte que, mon Dieu, que je le connais, ce film-là, tu sais. Mais qu'est-ce que j'apprécie? Tu
tu sais, le thème, tu sais, moi, c'est, tu sais, les gens qui me connaissent bien savent à quel point, mettons, l'obsession de la beauté physique, ça me parle au bout. Là, pour toi ou même chez les autres? Pour moi et les auautres. Tu sais, genre, je suis pas le plus beau, mais mettons, j'ai peur de vieillir. Tu sais, là, j'approche la quarantaine. Je suis très nostalgique de ma jeunesse, tu sais, puis quand je parle de ma jeunesse, c'est avoir 31 ans, là, c'est pas mon enfance. Mais c'est fou parce que c'est une des questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as peur de vieillir? Puis on a une bonne amie en commun, Isabelle Sasseville. Oui. En amont de la discussion qu'on a en ce moment, j'y avais écrit, je disais, on peut-tu se parler juste 5 minutes, juste réviser les questions? Puis j'ai dit, une de mes questions, c'est est-ce que tu as peur de vieillir? Est-ce que tu as peur de dépérir? Puis Isabelle a fait comme, ben, on dirait que tu le connais depuis toujours. Je sais. C'est dans les thèmes qui m'habitent énormément. Tu sais, notre rapport à la beauté physique aussi. Comment la beauté physique, bien que l'affaire la plus superficielle, la plus de base au monde, vient chercher des choses en nous qui sont terriblement profondes. Tu sais, Oscar Wilde, il a beaucoup écrit là-dessus. Tu sais, le portrait de Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray, tu sais, puis plein d'autres œuvres aussi sur comment nous sommes... Tu sais, autant on a beau se dire érudit, cultivé, spirituel, profond, autant genre, tu sais, un beau visage ou un corps parfait, tu sais, vient tout nous scraper nos construits mentaux et font de nous, genre, des animaux envieux, là. Tu sais, là, la semaine où on enregistre ça, là, on voit, là, c'est les influenceurs à bord de l'avion, là, tu sais. Puis, tu sais, évidemment qu'on les méprise puis on les haït, là, mais tu sais, un côté de nous, là, en tout cas, moi... Tu sais, les trouve beaux et belles physiquement. J'ai l'impression qu'ils ont tous le même chirurgien, par contre. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'argent pour ressembler, pour avoir l'air de ça, je crois. Mais moi, mettons, j'envie à 100% leur jeunesse, leur beauté, leur insouciance, leur trip de sexe, leur consommation de drogue. Tu sais, je veux dire... Je vois ça, puis moi, je me dis, OK, Chris, moi, je regarde un souper presque parfait le jeudi soir, tu sais. Fait que donc, oui, je me reconnais quand même dans le personnage de Madeleine, tu sais, qui oui, tu sais, puis des fois, de se dire, est-il trop tard maintenant? Est-ce que, genre, j'ai passé à côté de ma jeunesse, de ce que j'avais de beauté, mettons, tu sais, moi, je perds mes cheveux. Là, je commence à... Tu perds pas trop non plus. Ben, garde le trou. Ici, tu le vois. Mais là, moi, j'ai recours à un traitement qui s'appelle le PRP, qui s'appelle du plasma riche en plaquettes. Ça coûte une fortune. Ils me prennent de mon sang, puis ils me font 50 grosses injections. Ils passent mon sang dans une centrifugeuse, puis ils me crissent ça dans le cuir chevelu pour empêcher la perte de cheveux et redonner du volume, mettons, là, tu sais. Fait que là, moi, c'est drôle parce que je pensais à ça hier. Tu sais, quand je vais me faire ça, le décor, c'est le décor de la clinique où Meryl Streep va en début de film, là, tu sais, je veux dire, hey man, je suis devenu Meryl Streep dans La mort va si bien. Puis si je pouvais la boire, là, la potion, pas ça, tu la boirais? Vivant, man, est-ce que je la boirais, là, tu sais, pour vivre éternellement, tu sais. Parce que, hey, mon Dieu, excuse-moi, j'arrête pas de parler. Non, mais vas-y, on est là pour ça. j'ai l'impression aussi qu'avec la jeunesse viennent les opportunités, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de privilèges. Quand t'es jeune, puis on te pardonne beaucoup de choses exact, aussi. Là, tu sais. Mais là, genre, en approchant la quarantaine, tu te dis, OK, ben, tu sais, moi, est-ce que j'ai fermé toute la porte à toutes les belles opportunités qui peuvent m'arriver dans la vie, là, tu sais, d'avoir des succès qui t'arrivent par magie, tu sais, ou là, je suis trop tard, je suis un has-been, mettons, tu sais. Tu penses-tu que la phrase 40's the new 20, c'est... est-ce que c'est vrai ou c'est des gens qui sont dans le déni pour toi? Ben, je le sais pas. Je pense que... C'est drôle, hein? Je citerais en réponse à ça Jean-Pierre Ferland, là, c'est horrible, là, elle a vraiment mal vieilli, cette quote-là, mais c'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. J'ai l'impression que ça dépend de toi, là, qu'à 40 ans, là, c'est quand même tough de recevoir des opportunités, genre, ou de s'ouvrir de nouvelles portes. Je sais pas, en tout cas, je suis peut-être là-dedans dans ma tête présentement, là, mais Mais c'est une phrase que le point que tu soulèves, tu sais, puis je le trouve valide parce qu'il pourrait avoir l'air superficiel, mais tu sais, j'ai une fille que je connais qui, quand elle est arrivée autour de 50 ans,
sais, à un moment donné, elle avait juste dit, tu sais, toute ma jeunesse, je me faisais regarder, puis j'haïssais ça, de me faire convoiter, puis quand elle a senti que ça arrêtait, ça y a quand même fait mal. Ouais. Et ce côté-là de dire, hey, autant j'ai maudit cette période-là, puis que de te faire... Faites pas du catcalling dans la rue, les garçons, non, c'est pas une bonne affaire, puis regardez pas les femmes comme si c'était des pièces de viande, là, c'est absolument répugnant à faire ça. Mais j'avais trouvé ça quand même intéressant, elle, ce tracas-là d'arriver à un moment dans sa vie de dire mais je me fais plus regarder. Ça lui faisait de la peine quand même, tu sais, puis parce qu'il y a des moments où elle voulait se sentir désirable, tu sais, puis tellement, de sentir que c'était plus là. Je peux imaginer que ça puisse faire mal. Vraiment. Puis, tu sais, les femmes et les hommes ne le vivent pas de la même façon, c'est sûr, là, mais en tout cas, je suis assez chouchoune là-dessus, là, sur la beauté physique et ma propre décrépitude. Là, je trouve ça tough. Là, un peu. Mais donc, ça me rejoint, ce film-là. C'est ça. Puis, comme je l'avais jamais vu avant, dès que le film a commencé, puis que je voyais que c'était des grosses thématiques dans le film, le passage du temps, puis vieillir ça, j'ai fait « Oh, piste intéressante quand même, Mathieu, que tu me soumets là. » Ah ouais, non, formidable. Mais tu sais, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment l'histoire, moi, que je trouve cool, tu sais, puis l'élément de fantastique que je trouve super le fun là-dedans, sans qu'ils prennent toute la place, tu sais. Il y a ça qui est le fun, tu sais, la convention est très peu expliquée, là, tu sais. J'avais lu des affaires, tu sais, qui disaient que la fiole ressemble en quelque part au Saint Graal, mettons, là. Fait que, tu sais, si on veut se faire un backstory, on pourrait se dire, oh mon Dieu, il y a peut-être le sang du Christ là-dedans, là, tu sais. Qui sait? Puis on rejoint Indiana Jones 3. Tu sais, c'est vrai, c'était un charpentier. C'est ça, peut-être que c'est la coupe du charpentier, ultimement, qu'elle boit, tu sais. Mais sinon, tu sais, la perspective du personnage de Ernest, Bruce Willis, là-dedans, c'est un bon contrepoids, tu sais, à la folie des deux femmes, tu sais, que lui aussi, il est déchu en quelque part, mais finalement, il accepte, lui, le vieillissement de son corps. Il vieillit, puis ça s'en va vers ça. Là. Bon, ça reste que c'est Bruce Willis qui était quand même déjà à 45 ans dans son prime. Là. Exactement. 3-4 ans avant, il faisait quand même Die Hard. Là. C'est pas si peu, puis il a continué de faire Die Hard 15-20 ans après. Exact, tu sais. Mais il est bien casté parce que, tu sais, lui, son backstory du personnage, c'est qu'il a été un chirurgien esthétique, tu sais, de renom, là, tu sais. Puis, tu sais, et que l'alcool a un peu contribué à déchoir, c'est quoi déchu? Le verbe infinitif. Disons déchoir. Déchoir, déchire, en tout cas. Ouais. Mais, tu sais, on peut le croire parce que c'est Bruce Willis, là, il est beau et il est full beau, là. Puis, tu sais, de se dire, OK, mais c'est devenu genre un alcoolique vieillissant, malheureux en mariage aussi, là. Mais bref, on dirait que lui... Puis je te spoil, là, tu sais, il a l'opportunité de boire la potion à un moment donné, puis il fait, mais non, mais c'est horrible là, de vivre éternellement, puis tu sais, même si tu as la jeunesse éternelle, tu veux pas ça, tu sais. Mais tu l'as dit tantôt, toi, tu la boirais, mais t'aurais pas cette crainte-là, à un moment donné, à un moment donné, c'est juste que le temps devient tellement abstrait, puis tu vois tout le monde autour de toi qui vont dépérir, puis qui vont finir par partir, puis... Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je serais prêt à vivre. En tout cas, peut-être que les 20 premières années sont bien le fun, mais quand tu vois que tout le monde meurt autour de toi, puis il faut que tu te fasses des nouveaux amis, mais t'as encore tes vieilles conceptions. Ton cerveau continue, il vieillit plus non plus, mais tous tes neurones vont rester intacts, mais tes opinions, tes observations sur le monde vont être plus dures à changer, j'ai l'impression, à un moment donné. Ben, c'est ça, puis... T'imagines avoir l'air d'avoir 20 ans, mais penser comme ton grand-père, je sais pas. Ben, pour moi, c'est l'image du paradis sur Terre. Ah ouais. C'est incroyable. Avoir la sagesse, tu sais, d'un homme de 150 ans. Mais t'avais pas peur de devenir impertinent? Non. C'est quelque chose qui te fait peur de devenir impertinent aussi? Full, mais j'ai l'impression que la jeunesse et la beauté physique contribueraient à ce que tu restes pertinent pour les gens. T'sais. Les gens te verraient comme genre, oh, il est de la vieille école, mais il est beau comme un dieu. Il y a une vieille âme. Il y a une vieille âme, no joke. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'il y a plein d'autres films qui touchent à ça quand même. Il y a un film pas bon, je pense que ça s'appelle Adeline. C'est ça avec une chanteuse country, là, mais j'oublie en tout cas. Puis c'est pas bon le film, là, mais tu sais, elle... C'est ça, c'est qu'elle reste éternellement jeune, mais tu sais, ça finit que pour pas se faire
pointer du doigt, elle change de vie aux 20 ans, mettons, là, tu sais. Mais le film est pourri. Okay. Là, mais c'est un peu le mythe de Faust, là. Je sais pas si tu connais. Faust, oui, tout à fait. Là, c'est exactement ça, de faire un pacte avec le diable pour avoir une jeunesse, une beauté éternelle au détriment des autres. Il y a un super film de Brian De Palma. Phantom of Paradise. Je l'ai vu. J'avais adoré ça. C'est tellement... Puis ça, c'est une rencontre entre le mythe de Faust et le fantôme de l'opéra. Donc, celui qui a du talent dans le théâtre se fait détruire le visage puis va vivre dans les coulisses du théâtre pendant qu'un gars qui était un artiste pop semi-bon devient la plus grande célébrité parce qu'il a fait un pacte avec le diable pour devenir connu puis devenir un bon musicien. Ce film-là est incroyablement hallucinant. Sont bonnes. Moi, j'avais poigné ça genre à Radio-Québec un soir, pas rapport à l'adolescence, puis ça m'a encore une fois habité toute ma vie. C'est toute l'époque Elton John, Queen, David Bowie, donc on est dans une espèce de glam rock. Vraiment, les tunes sont malades. C'est super bon. I was not myself last night. Good. En tout cas, c'était bon. Là. Très, très bon. C'est drôle, tu fais référence à Faust, tu sais, de Goethe, là, je sais même pas quand est-ce que ça a été écrit, là, I guess 1600 quelque chose, mais chose de même. Ça montre à quel point le fait de vieillir, tu sais, a toujours, habité et hanté l'être humain. Oui. Puis même à des époques où les gens mouraient plus à 45 ans, là, tu sais, je veux dire, c'est quoi, ils s'ennuyaient il y a 10 ans, mettons, là, tu sais. Il y a 5 ans quand j'étais jeune. La semaine dernière quand j'étais jeune. Puis c'est drôle parce que je regardais hier soir un épisode de And Just Like That, tu sais, le reboot de Sex and the City. OK, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, crime, ils ont rendu, les personnages ont 55 ans, là, tu sais. C'est intéressant, là, tu sais, un autre take sur le vieillissement. Puis hier, l'épisode que j'ai vu traitait de chirurgie esthétique. Là, mon Dieu, ça va me faire... Puis il y a plein de séries. Il y a l'émission sur... la série documentaire sur Véronique Cloutier qui traverse sa ménopause. C'est ça aussi. Le vieillissement est omniprésent. Puis, tu sais, c'est pas con ce que tu dis, l'obsession avec la jeunesse, parce que c'est l'image qu'on nous vend quand même. Tout à fait. T'sais, on doit rester jeune. Tantôt, je t'ai posé la question sur 40s the new 20, puis à un moment donné, 60s the new 30, puis... À un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut accepter que c'est inévitable qu'on va vieillir et dépérir aussi, mais je comprends la crainte. Moi, je suis au début de la trentaine, j'ai 32 ans. Puis je me rappelle, là, à 24-25 ans, avec mes amis, on avait le discours de hey, qu'on est rendu vieux parce qu'on voyait une génération plus jeune arriver avec d'autres référents, mais ça va être ça pour le restant de tes jours. Puis quand t'arrives dans la trentaine, puis que tu vois les gens de 20 ans qui disent qu'on est rendu vieux. Non. Vous êtes pas vieux, c'est ça. Puis toi, j'imagine qu'à l'aube de la quarantaine, tu me regardes, t'es comme, non, t'es pas vieux à 30 ans. Non, je te trouve pas vieux, mais cela dit, je sais que 32, c'est plus 26 non plus. Ouais, exact. Puis, mon Dieu, je parle comme un vieux sage, là, mais tu sais, moi, là, la trentaine, là, fling, je l'ai pas vu passer. Rajoute 2 ans de pandémie là-dedans en plus, là, c'est un peu. C'est fait. Mais c'est le plus bel âge qu'ils disent, puis je le crois un peu. Mais après ça, tu as tout le temps du monde de 55 ans qui va dire non, c'est à 40 ans le plus bel âge. Fait que peut-être que genre, je vais me trouver stupide. Mais en tout cas. Peut-être. Ben oui, mais tu sais, tout le monde traverse l'espèce de crise de la quarantaine aussi. Puis tu sais, ton corps change. Ça donne un coup, c'est ça. Tu sais, moi, je vais au gym pas mal, puis comme le corps réagit plus pareil à 39 qu'à 28, là, c'est fou, là, tu sais. Ça va quand même. Enfin. Mais on va rester dans la thématique du temps qui passe ou dans le temps qui passe plus avec Groundhog Day. Oui. Film de Harold Ramis. Harold Ramis qui a joué dans Ghostbusters, qui a réalisé une de mes comédies plaisir coupable préférées qui est Caddyshack. Oh oui, mais ça, gros fan de la version québécoise de Caddyshack ici. Prends-tu de la drogue, toi et Danny? Ouais, tout le temps. Regarde, ce film est extraordinaire avec Bill Murray aussi. Donc, Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott. Même question que tantôt, ça raconte quoi pour les quelques personnes qui connaîtraient pas Groundhog Day? Qui ne l'auraient pas vu. Écoute, c'est tout simplement l'histoire de Phil, un météorologue qui a un tempérament assez difficile, qui se retrouve au jour de la marmotte. C'est quoi, c'est le 2 février? C'est le 2 février, il me semble, c'est ça. Il va faire un topo dans une petite ville là, où il y a la marmotte qui voit son nom. Puis donc, il se retrouve
prisonnier de toujours revivre cette journée-là, tu sais, inlassablement, là, tu sais, dans cette petite ville-là qui connaît personne, tu sais, dans un setup un peu de marde pour lui, là. Donc, il est pas dans son condo à New York. Non, là. exactement, là, tu sais, il est dans une petite ville avec du monde qui trouve colon puis qui aime pas. Fait qu'il vit ça, puis jusqu'au jour où, tu sais, comment dire, il commence à faire contre mauvaise fortune, bon cœur, puis à commencer à s'impliquer dans cette communauté-là, tu sais. Fait que, voilà. Pour moi, Le Jour de la Marmotte, je trouve que c'est comme le film parfait. Ouais, il n'y a pas beaucoup de défauts dans le film. Il n'y a pas beaucoup de défauts, là, tu sais. Puis on dirait que c'est le genre... Encore une fois, tu sais, tu vois ça, tu es adolescent, tu sais. Moi, j'ai vu ça la première fois, c'était un grand débrouillage de super écran. Puis, tu sais, dans ce temps-là, notre vidéocassette marchait là, non-stop pendant les 24 heures. Fait qu'on se faisait des films à regarder. Fait que tu le prends un peu pour acquis. Hey, c'est bon, une bonne petite comédie, tu sais. Mais Chris, tu y retournes. Tu sais, c'est le genre de film que tu y retournes aux 3 ans, mettons, puis tu y trouves constamment des nouvelles forces. À mesure que toi, tu gagnes en expérience de vie aussi, là, les affaires deviennent plus importantes, on dirait, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, tu te dis, hey man, à la base, il y a un gars, oui, c'est un gars qui a écrit ça, il y a un gars qui a pensé à ça, cette affaire-là, là, genre, OK. Encore là, c'est tout simple. C'est tout simple, tu sais, une petite convention, tu la bonifies, puis ça donne un grand film, no joke, là, c'est une œuvre d'art. C'est une grande comédie, pour vrai, oui. Comédie, tu sais, tu peux faire plein d'interprétations philosophiques de ce film-là. Tellement. Il y a des interprétations bouddhistes, parce que c'est toujours à recommencer. C'est comme s'il se réincarnait de jour en jour jusqu'à temps qu'il atteigne le nirvana, qui est mener une bonne vie. J'avais vu une interprétation à un moment donné, c'est le mythe de Sisyphe de Camus. OK. Où c'est un gars qui pousse une roche au sommet d'une montagne. Puis la roche retombe en bas, puis il faut qu'il recommence. C'est ça sa vie. C'est toujours à recommencer. Puis en fait, le mythe de Sisyphe de Camus, c'est un traité sur l'absurdité de la vie, puis qu'une des réponses à ça serait le suicide. Regarde, mais combien de fois il essaie de se tuer? Il essaie de se tuer à peu près 250 fois dans le film, là, des façons les plus... La manière la plus violente à la manière la plus ridicule. Là, il se met devant un train, il saute en bas d'une colline comme dans les Looney Tunes, mais il va s'électrocuter dans son bain. Il fait tout, là. Puis ça ne fonctionne pas. Il est repris... I Got You Babe va jouer le lendemain matin. Moi, il y a une question qui m'obsède dans ce film-là. Puis, c'est drôle, la même question m'obsède dans la série Plan B. Tu sais, le Plan B, où dans le fond, les gens reviennent dans leur passé. Ma question, c'est, est-ce que lui, là, pour se sortir de ce cycle-là, a-t-il fallu qu'il vive la journée parfaite, tu sais, qu'on voit un peu à la fin, ou si c'est l'accumulation des expériences qui ont nourri son âme à travers... Tu sais, il a vécu, tu sais, comme, tu sais, plein d'échecs tout au long du film, mais tu sais... Mettons, à un moment donné, là, vers le dernier tiers, là, il vit une journée complète à aider Petit Père, qui est le clochard, mais qui finit toujours quand même par mourir. T'sais. Mais je me dis qu'à la fin, la journée parfaite qu'il a vécue, ben, il n'y a peut-être pas Petit Père dans cette journée-là parce que ça... Comprends-tu? Ça, c'est une bonne question. Il ne pourrait pas tout avoir casé les expériences positives dans la même journée. Mais donc, je suppose que ultimement, c'est le processus qui est important. Un peu comme dans Plan B, quand ils reviennent, mettons, très, très longtemps, particulièrement dans la saison 2, là, où elle passe à côté de plein d'affaires qu'elle a déjà vécues dans sa vie. C'est-à-dire, mettons, avoir la grande carrière de... Tu l'as vu, Plan B? Sa grande carrière radiophonique, être une porte-étendard d'une cause féministe, toutes ces affaires-là. Que tout ça, elle ne fait plus dans les choix qu'elle fait à la fin. Elle se concentre plus sur sa famille, tu sais, puis là, elle tombe malade, tout ça. Mais genre, est-ce que le bon Dieu lui pardonne d'avoir pas eu la carrière radiophonique et pas eu, tu sais, justement, le centre des femmes qu'elle, tu sais, d'un peu comme Phil, mettons, tu sais, est-ce que, genre, je parle du bon Dieu parce que moi, je suis quand même quelqu'un je fais beaucoup référence au bon Dieu dans ma vie, là, genre, tu sais, c'est pas de façon religieuse. C'est ta spiritualité qui t'appartient, mettons. C'est ça. Mettons, là, tu sais. Est-ce qu'il pardonne à Phil de pas avoir sauvé Petit Père à la dernière journée, mettons? Bref. Ça, c'est une question qui m'habite. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il n'a pas juste créé plein d'univers parallèles? Ah, wow! Puis même dans Plan B, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un univers parallèle où cette trame-là, cette
cette voie-là dans laquelle elle s'est engagée, ou dans le cas de Groundhog Day, dans laquelle il s'est engagé, qu'il n'y a pas une continuité à ça. Fait que lui qui s'est jeté devant un train pour aucune raison, pour le commun des mortels, est-ce qu'il y a un lendemain réel à ça? Ouais, genre, où le conducteur de train serait affecté pour avoir tué un gars sur le maison. C'est ça. Puis là, t'as donné un traumatisme à quelqu'un, puis t'as fait ça. Puis je comprends que cette journée-là, tu fais, ben non, tu peux encore la recommencer. Là. C'est sûr que cette journée-là recommence là, parce que pour tout le monde qui est avec lui, c'est, voyons donc, pourquoi il s'est pitché devant un train? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette journée-là qui a décidé de faire ça? Ils comprennent pas, eux autres, là. Mais formidable question. T'sais, est-ce que le bon Dieu a mis tout l'univers sur le hold juste pour Phil? Pour Phil Connors, mettons? Mais même chose dans Plan B. Dans Plan B, il y a des univers qui se sont ouverts, des univers parallèles qui se sont ouverts où... elle a décidé de l'interrompre à ce moment-là, mais il y a une suite, il y a des conséquences à ces événements-là. Complètement. Hein? Je pense que c'est à cause de la convention que Retour vers le futur a mis dans notre tête. Tu sais, que genre, on dirait que Retour vers le futur, il y a qu'eux là, qui retournent dans le passé. Fait qu'il n'y a pas d'autres. Mais on le voit qu'il y a des univers parallèles qui sont créés aussi dans Back to the Future qu'il faut aller refermer. J'aime tellement ça, ces histoires-là. Le dernier film d'Avengers faisait ça. Des gens qui retournaient dans le passé puis qui ouvraient des brèches avec des univers parallèles. Puis en tout cas, je trouvais ça malade. Je me disais, là, on gagne. Quelque chose que je voulais dire aussi sur Le jour de la marmotte. Moi, j'aime beaucoup, il y a une séquence à peu près au centre du film où il passe une super belle journée avec, j'oublie son nom. Avec Andy McDowell. J'oublie le nom de son personnage, mais une journée qui serait si parfaite qu'elle aurait peut-être pu briser le sort. Mais man, il se réveille le lendemain puis ça a encore pas marché. Mais j'aime beaucoup ce bout-là parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Tu sais, il aurait pu, comme un film moins brillant puis moins bon... aurait peut-être fini sur cette journée-là, parce que, il la manipule pas, il lui exprime sa réalité, elle, même elle accepte la convention, elle croit Phil parce qu'il démontre que c'est vrai, mais son salut ne se trouve pas là-dedans, ne se trouve pas que dans l'amour, fait que je l'aime cette réflexion-là, Oui, parce que tu te dis, c'est ça, ça pourrait finir là, puis ça serait parfait, mais non, il y a encore des choses à apprendre. Des choses à apprendre. Encore des choses à travailler sur lui-même. Ouais. Puis je pense que c'est après ça qu'il touche le fond, là, justement, quand tu parles du suicide, là, il me semble que ça vient après ça, parce qu'il se dit, tabarnak, je peux pas avoir vécu plus une belle journée que ce que j'ai vécu avec Rita. C'est ça. Oui, avec Rita. La sculpe dans la neige, tout ça. C'est malade, là, tout ce bout-là. Là. Ouais. Puis, c'est pas là qu'il arrive à faire l'amour avec elle pour la première fois aussi, ou ça, c'est juste à la fin? Je pense que c'est juste à la fin. C'est juste à la fin, ouais. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils font Ils font-tu l'amour? Ah oui, ils sont dénudés. Oui, c'est à ça, la fin. C'est là, ça. Mais... mais ça serait plate, hein, que genre... c'est après qu'elle ait couché avec elle que ça brise le sort. J'ose croire que c'est pas ça. Ouais, j'espère que non. J'espère que le bon Dieu, comme tu dis, c'est pas juste un pervers qui vous laisse masturber cette journée-là. C'est Andy McDowell. J'ose croire que non. Plus que ça. Ouais. Mais... il y avait un autre film qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Palm Spring avec Andy Samberg. Ouais. Qui était dans Saturday Night Live puis qui a fait Brooklyn Nine-Nine tout ça. Puis c'est cette prémisse-là aussi du gars qui reste pris dans la même journée éternellement. Puis lui il est dans un mariage. Wow, pas son mariage, mais le mariage d'une fille qu'il connaît. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il a couché avec absolument tout le monde au mariage. Hommes, femmes. Nice. Tout le monde. Des fois, il est allé ailleurs pour aller coucher avec d'autres personnes pour se réveiller dans son lit le lendemain matin. Et la twist de ce film-là, c'est que lui, ça fait longtemps qu'il est pris là-dedans. Puis, dans l'espèce de caverne là, qui crée le time loop, il y a une fille qui le suit là-dedans un soir. Fait qu'elle aussi, elle se fait embarquer avec lui là-dedans. Mais lui, comme, hey, moi, là, si tu savais combien de temps ça fait que je suis pris là-dedans, t'as aucune idée de ce que ça va être la suite. Mais lui, il est juste content d'avoir quelqu'un avec lui. Mais ça. Fait que là, elle se met à le suivre dans son retour. Ouais. Les deux se réveillent toujours le lendemain matin à la même place. Puis c'est elle qui doit apprendre à vivre dans le loop temporel. Tandis que lui, comme, oui, je sais, j'ai tout vécu ça. Puis il y avait un calcul pour Groundhog Day qui avait été fait sur le nombre d'années qui passent là-dedans. Puis ça avait été estimé entre
300 à 400 ans. Ah, OK. Ouais. Wow. Pour apprendre tout ce qu'il a appris, parce qu'il apprend le piano, il apprend le français, il apprend à sculpter dans la neige, il apprend toutes ces affaires-là. Puis il y a des gens qui se sont penchés sur, OK, ça prend combien de temps pour tout apprendre ça? Wow. C'est à peu près 300-400 ans. Hey, c'est malade. Tu sais, moi, je pense que Le Jour de la Marmotte, il pourrait en faire une excellente série télé. Ouais. Tu sais, prendre le même device, acheter les droits de cette affaire-là. Moi, je serais prêt à revoir un autre personnage vivre la même convention. Puis la creuser aussi. Là, J'aime qu'elle reste non expliquée. Moi, je trouve que c'est génial. Souvent, justement, des conventions pas trop expliquées. Là, moi, ça me parle. Là. Ouais. Je suis moins geek. Là, fait que j'aime ça. Je comprends. Un mystère, mettons. T'aimerais-tu ça être pris dans ce... Tu sais, tantôt, on parlait de prendre une potion qui va te laisser à l'âge où tu es ou te faire rajeunir à un âge précis. Aimerais-tu ça revivre constamment la même journée? Ça a l'air d'un cauchemar, mais est-ce que tu serais prêt à aller là-dedans un moment donné? Si on te le propose, là, pour tant de temps, là, quand tu décides que t'en as assez, puis ça arrête, là, mais... Ben ça, c'est sûr que oui. Tu sais, si je pense que tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, savoir que ça... Quand ça arrête, là, je pense qu'on le ferait tous. Oui, là. puis tu fais, je rentrerai pas travailler ou je vais aller travailler, puis je vais juste prendre la journée différemment. Sans conséquence. Là, il y avait un film un peu plate que j'ai vu, un film britannique, là, que c'est comme... L'as-tu vu? C'est comme tous les hommes de la famille, ils peuvent revivre une journée. Ah oui. Je me rappelle plus du nom. Là, non, le Time... Ouais. Je me souviens plus trop quoi. About Time. About Time. Il y a Rachel McAdams là-dedans. Puis à la fin, ben, tu sais. C'était pas super, ouais. Ouais, c'était pas super, mais la convention est quand même tripante là, de time travel. Puis je pense qu'à la fin, le gars, il donne comme conseil, vis chaque jour normalement, puis revis-le le lendemain en corrigeant ce que tu aurais pu faire de mieux. Là, mais t'apprends pas dans ce temps-là. T'apprends pas. Mais on dirait que la leçon, c'est genre, mais essaie toujours de vivre. La version optimale de chaque journée, tu sais. Ouais. Et ben, c'est Mais moi, mettons, tu me poses la question, là. Même avec l'horrible convention de Phil, là, ça serait un pensez-y bien. Peut-être que je dirais oui. Revivre constamment la même journée, puis c'est ça mon univers, là, genre je mourrai jamais, puis ça sera toujours ça. Man, je pense que je dis oui. Je pense que je dis oui. Mais t'imagines, c'est une journée de pandémie comme en ce moment où personne veut sortir, le niveau de difficulté de convaincre les gens de vivre quelque chose. De faire non, on peut. Si tu peux pas aller au théâtre, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller nulle part. Ou tu fais comme, si on va au cinéma, il faut qu'on roule 2 heures pour aller en Ontario. Ouais, c'est ça. Non, ça, je pense que peut-être que je le ferais pas. Boy. Non, c'est ça. Ça prend une journée pas pandémique. Ouais, une journée plus normale, mettons. Ouais. Mais en tout cas, c'est un passé bien. Là. Moi, je suis très impulsif dans la vie. Hein. Fait que, tu me dis, la potion, t'as bois-tu? J'en bois. Tu le fais-tu? Revivre les jours de la marmotte? Je le fais. Je le fais. Yes, ouais. Ton troisième film, qui est Broadcast News, que celui-là, je l'ai toujours pas vu, film de 87, réalisé par James L. Brooks. James L. Brooks, pour les auditeurs, les auditrices, c'est le producteur mythique des Simpsons. Ouais. Si cette série-là existe, c'est grâce à lui. Oui. Ça met en vedette Holly Hunter au début de sa carrière, j'ai l'impression. Ouais. Albert Brooks, super bon comédien aussi. William Hurt, Joanne Cusack, la sœur de John Cusack. C'est quoi l'histoire de Broadcast News? L'histoire de Broadcast News, c'est que tu suis, dans le fond, une salle des nouvelles. Une salle des nouvelles, puis tu suis 3 personnages qui sont donc... j'oublie les prénoms, malheureusement. Holly Hunter, qui est vraiment... tu sais, moi, quand j'en parle de ce film-là, j'ai l'impression que c'est ce que Lisa Simpson serait devenue si elle vieillissait. C'est super... plus militante, plus... assez militante, mais surtout, overachiever. Tu sais, fille... vraiment brillante, qui va mettre le fait d'accomplir des choses et son travail avant sa vie sentimentale. C'est vraiment un personnage qui ressemble à Lisa Simpson, je trouve. Puis comment dire, c'est Holly Hunter, fait que c'est joué, elle a été nominée à l'Oscar pour ce rôle-là. Elle est formidable, puis le personnage est tellement bien écrit, c'est vraiment du James L. Brooks. Je sais pas si d'autres ont vu, mettons, Terms of Endearment, qui était sur ma liste aussi, que j'adore, As Good As It Gets. C'est comme des petites comédies, mais tellement humaines, tellement bien écrites. C'est des comédies romantiques souvent, mais justement qui analysent l'être humain, qui ne se contentent pas à juste montrer
un gars et une fille qui devraient pas être ensemble, finalement sont ensemble. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas il y a une ça. recherche sur la profondeur de l'âme dans le travail de James L. Brooks. Tu sais, puis je relisais la critique de Roger Ebert de ce film-là qui donne 4 étoiles aussi. Tu sais, ça a été nominé meilleur film. Les 3 personnages principaux ont été nominés meilleurs acteurs. Le script a été nominé. C'est que pour lui, tu sais, mettons, l'histoire d'amour qui unit ces personnages-là, parce que c'est un genre de triangle amoureux. Tu sais, elle est un peu déchirée entre les deux gars. Ben, elle est vraiment secondaire parce qu'avant tout, c'est une lettre d'amour au travail, tu sais, puis au milieu à pression qui représente une salle de nouvelles dans les années 80, tu sais. Fait que c'est ça que moi, je trouve intéressant. Tu sais, moi, j'aime ça, les films, tu sais, les comment t'appelles ça, les work... l'environnement de travail prime movies, sur le reste. Moi, j'aime ça beaucoup, tu sais, c'est pour ça que j'avais Working Girl aussi dans mon truc, là, tu sais, ça reste des comédies des années 80. Mais si j'aime ça, je trouve ça bon. Puis, tu sais, dans le fond, les 2 autres personnages masculins sont tout autant intéressants. Tu sais, Albert Brooks, lui, fait l'espèce de journaliste très intègre, très intelligent, très rigoureux, qui a une super belle relation d'amitié avec elle, tu sais, avec le personnage de Holly Hunter. Mais lui, il est moins charismatique, mettons. Fait qu'il se fait moins mettre de chance sa palette dans sa job. Tandis que lui, William Hurt, c'est un gars qui a une super belle gueule, il est full beau, il est plus niaiseux, mais il est pas méchant pour autant, t'sais. Il est carriériste, il veut apprendre. Elle, Holly Hunter, elle est comme drivée sexuellement vers ce gars-là, mais elle le respecte pas outre mesure. Puis, tu sais, dans le fond, il y a des affaires de job qui se passent où elle perd du respect pour lui, tu sais. Mais... c'est ça, man. Mais tu sais, il n'y a pas de méchant là-dedans. Là. Tu routes vraiment pour les 3 personnages. Tu veux juste qu'ils soient heureux au final. T'sais. Ça, j'aime ça de James L. Brooks. Il n'y a pas genre versus tellement de mauvaises comédies romantiques où tu sais pour qui tu prends parce que il y a ces personnages-là que c'est le gars puis la fille, tu veux qu'ils finissent ensemble. As Good As It Gets, c'est ça. Il est rempli de toc et de tic, le personnage de Jack Nicholson. Mais t'as quand même de la compassion pour lui, t'as quand même... Tu fais, je l'aimerais pas dans la vie, mais j'apprends à le connaître, puis Colin, j'aimerais ça qu'il réussisse à s'en sortir de tout tellement, ça. Là, tu sais. Ce que j'aime de l'écriture de James L. Brooks, c'est on dirait que c'est toujours les personnages qui priment avant le revirement attendu, ou ce que le scénario voudrait... classiquement aller, ben lui, c'est les personnages qui priment. Je m'exprime mal, là, mais moi, c'est ça que j'apprécie d'un film. C'est de pas savoir qu'est-ce qui va se passer parce que les choix qui sont faits sont fidèles à ce que les personnages feraient. C'est ça la vraie vie. C'est ça pour moi le génie d'une bonne écriture. Fait qu'il y a ça dans Broadcasting. De ces 3 personnages-là, auxquels tu t'identifies le plus? Oh mon Dieu! Est-ce que c'est la future Lisa Simpson, le gars plus effacé, ou l'espèce de Mickey Belle-Gueule? C'est donc bien une bonne question. Je pense que je suis aucun de ces 3-là. Okay. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très carriériste, toi-même. Un peu, quand même. Je sais pas. Peut-être pas carriériste, mais... Pas, mais... Ta créativité, c'est ce qui te drive. Ouais, je pense que oui, mais je suis très égocentrique, je suis un peu narcissique en quelque part, fait que ce qui est plus le personnage de William Hurt, la réponse facile, ça aurait été de dire je suis vraiment comme le personnage de Holly Hunter, mais qui d'entre nous peut dire je suis Lisa Simpson? Elle est tellement... Même Lisa Simpson aurait de la difficulté à dire qu'elle est Lisa Simpson, parce que c'est beaucoup de pression à être Lisa. Exact. Il y a une des phrases qui est tellement... qui est tellement le fun dans le film, là, puis je vais le dire en français parce que je me rappelle pas, la fille, Holly Hunter, est dans un party, puis elle prend quelqu'un en défaut, je me souviens pas trop, puis là, son boss, il fait genre, comment ça te fait sentir d'être tout le temps la personne, non, genre, t'aimes ça, être la personne la plus intelligente dans une pièce, puis elle fait, non, si tu savais comment c'est horrible, puis c'est tellement senti, c'est tellement vrai. Parce que t'as envie de le dire, l'affaire qui est évidente, ou la petite connaissance que t'as, t'es autour d'une table, tout le monde se pose la question qui a réalisé tel film? Toi, tu le sais. Mais tu veux pas tout un petit Joe connaissant. Non, c'est ça. T'as pas envie d'être la personne qui fait comme ah, ben oui, c'était Orson Welles en 1942. Puis nanana. Puis
Être entouré d'un monde où il faut souvent niveler par le bas, ben c'est ça qu'elle a vie dans le fond dans le film. Là, puis à un moment donné, il y a un film où, je me rappelle pas trop, mais elle pleure très, très, très soudainement, puis tout de suite après, elle pleure plus. C'est tellement bien joué. Bref, il faut que tu le vois, ce film. Ah oui, ben, tu me donnes le goût de le regarder. Ça, Broadcast News, grand film. Je trouve ça drôle que tu dises que t'es pas carriériste, mais ça fait quand même 10 ans que tu travailles dans une boîte de pub où j'ai l'impression que c'est quand même compétitif comme milieu. Qu'est-ce qui fait que tu restes là-dedans? C'est comment... L'ambiance des salles de nouvelles, on peut se l'imaginer, on peut le voir dans le film, mais c'est quoi l'ambiance dans une boîte de pub? Ben, ça peut ressembler... Il y a beaucoup de questions, je m'excuse. Non, mais c'est full intéressant. Mais puis, tu sais, dans le fond, Holly Hunter aussi, dans le film, à un moment donné, il y a comme des grosses coupures au bureau, tu sais. Puis, tu sais, ça l'affecte au bout parce qu'elle adore les gens avec qui elle travaille. Fait que ça, moi, je me reconnais, tu sais. Je pense que ce qui fait que moi, ultimement, je peux performer dans un milieu aussi compétitif, c'est mon amour des gens avec qui je travaille, tu sais. Parce que on est très soudés, tu sais, c'est dur quand même ce qu'on fait de la publicité, puis il y a beaucoup de curveballs, puis tu sais, il faut beaucoup faire des compromis, puis tu sais, c'est vraiment, c'est une job où il faut aimer le monde, tu sais, puis faut être capable, je veux pas dire d'être social climber, parce que c'est laid un peu, là, mais tu sais, faut quand même être très empathique puis bien comprendre le point de vue des autres puis leur pardonner ces points de vue-là aussi, tout en tenant, tu sais, il faut avoir des bonnes idées aussi, il faut être créatif, mais tu sais, c'est beaucoup une job de process, tu sais. Avoir les idées, des fois, c'est pas dur, là, tu sais. Puis ultimement, une idée de base, là, une idée qui est pas si géniale que ça, toute simple, peut donner une excellente campagne de pub. As-tu des exemples de trucs sur lesquels tu as travaillé où ça a été le cas? On dirait que ça me gêne de parler. OK, c'est bien correct, on n'est pas obligé d'aller là. Non, mais tu sais, les gens pourront aller voir mon portfolio en ligne, peut-être. Là. Ben, tu sais, mettons un petit exemple, là, puis ça me gêne, OK, mais rapidement. Vas-y. J'ai écrit une radio qui a connu beaucoup de succès cette année, qui est née d'une idée d'impro que j'avais eue, en fait, c'est pour l'Automax. C'est le gars qui appelle parce qu'il a gagné genre 60 millions, mais le kid, il travaille genre au Dairy Queen, là, tu sais. Puis là, ce que t'entends, c'est une radio qui dure 1 minute, ben c'est sa boss que ça la met dans le trouble, tu sais. Puis lui, ben finalement, tu sais, après qu'elle y explique les raisons pour lesquelles ça la met dans le trouble, ben OK, je vais rentrer, je vais faire mon chiffre. Tu sais, le gars, il vient de gagner 60 millions, mais il va pareil travailler au Dairy Queen le vendredi parce que ça... Il y a quand même de l'empathie. Il y a de l'empathie pour sa boss. Fait que, c'est une petite idée simple, mais je pense qu'on l'a bien travaillé. Puis je suis pas tout seul là-dedans. Là, la comédienne est excellente. Mon directeur de création a beaucoup, beaucoup contribué à cette affaire-là. Ma partner aussi. Fait que, bref, petite idée humaine et simple qui est devenue possiblement ma meilleure radio en carrière. Là, fait que... Je veux pas trop te gêner et en parler trop longtemps, mais je trouve ça intéressant de quand même passer dans une pub l'idée que même si t'es millionnaire, tu sais, parce que souvent, souvent les pubs de l'Auto-Québec, ça a été la grosse maison. Tu vas pouvoir avoir le gros char ou bye-bye boss, toutes ces affaires-là. Puis donner l'idée de c'est pas parce que t'es millionnaire qu'il faut que t'aies un comportement de merde qui vient avec. Exactement, tu sais. Hey, ça te tente d'aller faire un chiffre au Dairy Queen puis de faire comme, hey, je sais que par les normes du travail, il faut que tu me payes, mais tu sais. Exactement. C'est pas grave, là. Je sens comme. Ben oui, je vais en faire de la crème glacée, c'est correct, là. Puis, tu sais, puis on sent bien la relation entre la boss et lui, là, tu sais, la boss, c'est sa boss, là, mais tu sais, genre, elle a un rapport d'autorité, mais c'est pas une vieille bitch finie non plus, là, tu sais, c'est juste genre, tu sais, ça me met dans le trouble, tu sais, fait que c'est genre... Colin! Ouais, fait que ça, c'est une idée simple qui, je pense, a été bien, mais je me rappelle même pas pourquoi qu'on parle de ça. Ben c'était par rapport à Broadcast. Par rapport à Broadcast News, mais tu sais, l'ambiance, puis qu'est-ce qui t'a amené à être dans un milieu qu'on pourrait imaginer comme étant compétitif, c'était ça? Ben, je sais pas, je pense que, tu sais, j'aime les gens m'aiment bien habituellement, ce qui fait que j'ai pu durer dans... Tu sais, puis je veux dire, mes premières années, là, j'étais pas le meilleur, là, loin de là, tu sais, j'étais très éparpillé, là. Moi, j'étais full dans l'impro, puis tu sais, j'étais encore là-dedans, mais tu sais, on dirait que je me donnais moins à ma job. Ben, tu sais, t'en as parlé que c'était une idée qui venait de l'impro de faire cette pub-là, mais c'est une bonne affaire de faire de l'impro, puis c'est un mariage
qui se fait bien, impro et publicité. Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, c'est comme répondre à des contraintes rapidement. Tu sais, c'est aussi... Tu sais, moi, mes meilleurs amis dans la vie sont des acteurs excellents, tu sais. Fait qu'on dirait que ça... Je sais pas, ça te mindset, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de rapports aux comédiens aussi dans notre job, là, tu sais, comme diriger des acteurs, tout ça, puis ça donne, tu sais, connaître le bassin d'acteurs aussi, ça te donne des petites longueurs d'avance, tu sais. Tu sais, moi, je suis pas un publicitaire qui est très... tu sais, il y en a des publicitaires, là, tu sais, qui trippent, genre, sur les lions de Cannes en malade, là, tu sais, puis comme, tu sais, qui carburent à la pub, tu sais, moi... J'aime ce que je fais, mais dans la vie, moi, je carbure plus genre aux comédies de situation, au cinéma, tu sais, comme... Mais ça se voit dans tes choix de films, en tout cas. Parce que tu aurais pu... Bon, Broadcast News a été nommé pour un Oscar, mais c'est pas le film qu'on s'imagine naturellement qui va gagner un Oscar. Non, à part pour les performances des comédiens, mais... Ouais. Tu sais, puis il y en a des réalisateurs, des réalisatrices que tu sens qu'ils font des films pour remporter des prix, ou tu sais, le fameux Oscar bait là, qu'on sort à chaque année, où tu le vois que ça a tout été fait en cochant les cases des ça va gagner des Oscars. Oui, exactement, mais tu sais, dans ce que tu me décris, dans ce que tu fais, dans tes choix de films, j'ai l'impression que ça se voit que tu aimes les choses qui sont pas plus simples, qui ont une twist intéressante, mais sur la normalité. Ouais. Ben, je pense que ils sont profondément humains, j'ai l'impression, là, ces films. Ben, je dis ça, La mort va si bien, c'est pas le film le plus humain au monde, mais quand même, il y a une réflexion. Je sais pas. Mais tu sais, mettons, je trouve un film comme Le jour de la marmotte, tu sais, hey, donnez-y là, la nomination pour meilleur script, là, au lieu de donner ça à un esti de drame qui est oublié aujourd'hui. Là, Out of Africa ou je sais pas quoi. Mettons, je veux dire, ça, c'est un grand script, Out of Africa, je le crois pas. On dirait que le test du temps c'est ça. Montré, puis je trouve qu'on vit ça au Québec aussi. Quand tu vois là, ce qui donne, ce qui est nominé meilleur scénario, là, moi je trouve qu'il y a des choses, là, des films québécois qu'on passe à côté en termes de scénario. Puis j'y ai déjà écrit, mon ami Éric Kamala-Boulian, qui a écrit, mettons, Avant qu'on explose, et surtout Les Barbares de la Malbaie. C'est ça, Les Barbares de la Malbaie. Moi, je trouve que ce sont des petits bijoux de scénario. Ça me rappelle Noah Baumbach, dans... et même James L. Brooks, je sais que Kamala, c'est une de ses grandes influences. Puis, man, ça, là, c'est évacué au Québec là, pour souligner des affaires à le démantèlement. En tout cas, on s'en va on s'en va vers ça après la pause, mais... on y reviendra. Mais oui, c'est parce que tu m'as parlé des Oscars. Oui, excuse-moi. Le reste que j'aime beaucoup. Moi, je suis très Oscar buff. Là, Quand un film a été nominé aux Oscars, je veux le voir, puis je veux voir les performances. Puis, et surtout ces dernières années, ça m'allume beaucoup cette affaire. Ouais. Depuis quelques années, quand même, les Oscars, je crois qu'ils ont donné les prix aux bons films. Ouais, quand même. Nomadland, c'était vraiment mérité. Parasite, malade. Il n'y avait pas un meilleur scénario cette année-là. Vraiment. Mais tu as quand même des affaires à la Green Book que moi, j'ai pas vu, mais qui m'intéressent pas. Là. Ça a l'air très Oscar bait. Là, on va le donner à eux parce que... Il y a un beau message. Oui, c'est ça, exactement. Ben écoute, on va aller faire une petite pause là-dessus. Et au retour, on regarde longuement des plans de la nature, des arbres, des gens qui ne bougent pas, une voiture arrêtée sur le bord d'un champ gris avec les films québécois contemplatifs. Et on termine ça avec... Je vous dirai pas c'est quoi, je vais vous donner des indices. Il y a un living room. Il y a une corde ou un chandelier. Peut-être Madame Peacock. Peut-être Monsieur Brown. Il n'existe pas, Monsieur Brown. Ah, c'est vrai, il existe Mr. pas. Green. Mr. Green, peut-être, mais... Je sais pas. Je sais pas. On va voir qu'on trouve les indices pour deviner de quel film on parle. Dans la petite enveloppe. Dans la petite enveloppe. Au retour de la pause, à tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche,
où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Théberge, John Vanance, Lucie, tout simplement Joe, ainsi que Noémie Bellefleur. Pour vous abonner, www.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en Jase de film avec mon invité Mathieu Bouillon, avec qui, en première partie, on a jasé des films Death Becomes Her, Groundhog Day et Broadcast News. Tout va bien jusqu'ici, Mathieu? Tout va bien, mais tu sais, on se parlait pendant la pause. Ouais. C'est vrai, je suis allé vers des gens de gros un peu blockbusters des années 80, mais je dois dire que Broadcast News, moi j'ai vu ça il y a peut-être 4 ans là, pour la première fois. T'sais. Autant c'est un vieux film, autant ce n'est que récemment que je l'ai vu. Là, mais je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais je le précise. C'est bien correct. Ce n'est pas que des films de mon enfance. C'est un procès, dans le fond. Bienvenue à On fait un procès. De mes goûts, oui. Mais j'aime tellement plein d'affaires. C'est dur ton exercice quand même. Je sais. Je sais pas combien de fois je l'ai dit sur le podcast, mais moi, si j'étais invité à mon podcast, j'angoisserais. C'est fou, là, je serais angoissé de venir parler de mes choix. Ouais. Parce que je me dirais, ah non, là, je parle de ça au détriment de tel exact, truc. C'est ça. C'est ça. J'essaierais de tout plugger pendant mon épisode qui, un jour, peut-être viendra. Oui, j'avoue. Ouais. C'est pas un film que tu détestes, mais c'est une catégorie de films. On en a parlé dans l'annonce avant la pause. C'est les longs films contemplatifs québécois qui étaient... Ça n'a jamais été populaire, là, je m'en ai dit, c'était populaire, mais qui était une vague entre, mettons, 2008 jusqu'à peut-être 2016, 17, 18. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mort, là. J'ai l'impression qu'on en fait moins maintenant, mais l'espèce d'époque où Vincent Gouzeau critiquait beaucoup le cinéma québécois, il y avait ça dans ses critiques et forcé d'admettre des fois, cette critique-là n'est pas injustifiée. Pas injustifiée du tout. C'est ça. Je comprends qu'on le ramasse lui là, pour dire ça, là, parce que le gars qui présente des blockbusters, c'est facile de mettre des blockbusters à l'écran. Complètement. Tu te poses pas beaucoup de questions financières, sauf quand ta salle ferme, là, mais... Puis, comment dire, on dirait que je veux pas non plus mettre les films au complet dans ce bateau-là, parce que c'est vraiment, en fait, ce n'est souvent pas à l'histoire des films que j'en veux, c'est à ce procédé, qui est vraiment, là, puis je le dis, là, c'est de mettre, mettons, à 5 reprises dans un film de 1h30, un 4 minutes d'un plan contemplatif. Puis, veux-tu que je nomme des films que je reproche de faire ça? Tu peux, ça t'appartient. Je pense au film Diego Star, qui avait été comme nominé pour, je sais pas si c'était les Jutras à l'époque, mais le Iris, là, de film de l'année. Je pense il y a ça dans Les Démons. Un film que j'aime bien en plus. Ah oui, l'histoire est le fun. L'histoire est vraiment intéressante, puis ça m'a rejoint. Mais à un moment donné, je trouve ça insultant. Il y a ça dans L'Acrobate de Rodrigue Jean. Rodrigue Jean. Il y a ça dans d'autres films aussi, même dans Maria Chapdelaine. Là, mais à la limite, au moins, ce sont des plans de la nature. Fait on dirait que tu peux dire, OK, Chris, ce sont vraiment de magnifiques images. Mais je trouve ça présomptueux de penser que les gens vont aimer ça, cette affaire-là. Je comprends que ça communique des choses, ces plans-là. Mais je trouve que il y aurait moyen de le mettre 20 secondes, ta shot, je la trouverais belle, puis je comprendrais ce que tu veux me dire. Quand tu me mets, no joke, là, un 4 minutes de ça, là, je trouve ça insultant. Je trouve ça pas généreux. Je trouve que c'est comme... Tu me fais travailler pour rien. C'est ça que je trouve. Puis après ça, oh non, les salles au Québec sont vides. Nanana. Oui, mais tabarnak, il y avait la moitié de ton film était consacrée à des images plates. Je veux dire, puis moi, je me considère comme quelqu'un d'assez brillant, d'assez sensible. J'en vois des films, j'en ai vu des films. Puis je sais les films que tu as nommés,
t'es as vus aussi, là. Oui, c'est ça. Regardé. Hey, j'étais allé au cinéma les voir, là, ces films-là. Là. C'est pour ça que je trouve ça... Voyons, tabarnak, si un gars comme moi trouve ça plate, là, ben, t'imagines-tu genre le 80% du Québec plus stupide que moi, à quel point qu'ils vont s'en calisser, tu sais? Tu sais, je trouve que Les Démons, c'est un bon exemple parce que, man, il y a des scènes vraiment hot dans ce film-là. Mais pourquoi tu mets, tabarnak, un 4 minutes dans la piscine, là, où ce que tu filmes de haut, de loin, une piscine pleine d'enfants? C'est injustifié, je veux dire. Je m'excuse, là, peut-être qu'il va l'écouter puis il va être en crise que j'aille dit ça. Mais on peut-tu dire les vraies affaires, que c'est vraiment plate, ces scènes-là, puis que c'est sûr que je le check mon téléphone ou que je l'avance en fast-forward. De quel droit tu m'imposes ça? En tout cas, excuse, non, c'est correct, là, mais genre, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Moi, c'est des affaires qui me rebutent aussi. Hey, ce que j'aime dans ce que je vois depuis quelques années dans le cinéma québécois, c'est qu'il y a quand même un renouvellement, je trouve, au niveau des réalisateurs, des réalisatrices qui sont plus dynamiques dans la réalisation, qui veulent plus que... C'est quand même toujours dur à critiquer parce que ça vient d'ici, puis on veut pas être méchant avec les créateurs d'ici puis les créatrices d'ici parce que c'est dur de faire un film. Là. Full. N'importe quel film qui sort à l'écran, à part Papa et de Nulletin, c'est toujours un miracle. Là. Ouais, c'est vrai. Puis il y a du travail d'énergie, mais effectivement... Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais au cinéma, je pense que j'allais voir un film de Bernard Raymond. J'aime... Mais oui. Pas tout. Depuis quelques années, j'aime moins Bernard Raymond parce que j'ai l'impression que Bernard Raymond fait... ce que quelqu'un s'imagine qu'elle doit être un film de Bernard Raymond. J'ai l'impression que c'est caricaturé. Mais toute sa trilogie là, sur les vertus théologales, j'embarque à 100% là-dedans. Je trouve ça. Puis il y en a des lenteurs, puis il y en a des longueurs, mais je les accepte toutes. Mais quand il est arrivé avec... pas le pouvoir de l'argent, je me souviens plus c'est quoi, là, mais... c'est un gars qui hérite d'une grosse somme d'argent, puis... OK, je l'ai pas vu, ça, ouais. Je me rappelle même plus du titre, mais c'est avec le comédien qui faisait Rich dans Les Invincibles, puis il fait le curé dans C'est comme ça que je t'aime. Est-ce La Neuvaine? Non. Ça, La Neuvaine, mon Dieu, je suis amoureux de ce film-là. Je trouve ça formidable, mais... non, c'était plusieurs années après, mais c'est des longs plans de lui qui chuchote, puis... Il veut pas avoir l'argent de l'héritage de son père parce que c'est de l'argent mal acquis. OK. Je peux pas accepter cette somme-là. Puis je suis comme... Je comprends, mais à un moment donné, l'humain est pas toujours dans le misérabilisme. Ouais, moi, c'est ça qui vient me chercher un moment donné. Il y en a des moments le fun dans la vie. Puis il y a personne qui est 100% triste 100% du temps. Tout à fait. Puis pour moi, l'exemple que je sors tout le temps dans ce genre de film-là, c'est un film... Je m'excuse à la réalisatrice. Je pense que c'est une réalisatrice. Ça s'appelait 3 temps après la mort d'Anna, avec Guylaine Tremblay. En partant, le titre m'inspire pas. L'affiche, c'est Guylaine Tremblay couchée dans la neige qui regarde vers le ciel. Puis c'est gris, puis j'étais comme... Ah, pour vrai. Ça va être longtemps. Ça va être longtemps, puis ça va être pénible, ça va être souffrant. Puis c'est correct de souffrir au cinéma. Il y en a des films qui le font très bien, mais... je suis pas prêt à aller vers ce genre de truc-là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'aime les films lents. Je suis sûr que toi aussi, tu sais, il y a plein de films lents que j'aime, là, tu sais, mettons, tu sais, les Doubt de ce monde, tu sais, je trouve que c'est un grand film, tu sais. Puis il y en a plein de, tu sais... Ce qui fait que c'est pas la lenteur qui me rebute, c'est vraiment, c'est comme ce sont les plans qui ne racontent rien, qui sont inutiles, ou que, genre, tu sais, l'image aurait été intéressante, mettons, l'image visuellement est forte, mais genre, Chris, mets-moi là 15 secondes, je vais comprendre le style, là. Puis des fois, c'est des défauts scénaristiques aussi, tu sais. Tous les profs de scénarisation vont le dire, puis tout le monde qui étudie en scénarisation, puis tous les script éditeurs vont le dire, les personnages... Ce qui définit les personnages, c'est leurs actions. Et il y a une époque où j'avais l'impression de voir beaucoup de films québécois où les personnages agissaient pas, où les actions se faisaient entre les scènes. Puis il faut que tu comprennes qu'il s'est passé quelque chose, mais tu vois pas l'action, fait que tu peux pas définir le personnage. Puis ça, je crois pas que c'est un défaut des créateurs, des créatrices. Je pense que c'est plus les institutions qui ont financé des films comme ceux-là. C'est ça, tu sais. Moi, ce que j'ai aussi, là, c'est
quand la structure, c'est, mettons, OK, il y a un gros événement perturbateur au début. Puis après ça, les 2 heures du film, ce sont les personnages qui cope with it, là, qui réagissent à l'événement qui est arrivé. Puis à la fin, il y a une ouverture vers un autre mouvement qu'ils vont peut-être faire. Ouais. Fait que tout ce que tu as vu pendant 2 heures, c'est une réaction un peu passive à un événement. No joke, c'est plate, ces films-là. Oui. C'est mal écrit. Puis c'est justement ça, là, ça va tout être fucking nominé là, pour genre scénario de l'année. Really, là, tu sais, je veux dire, un scénario, il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. Puis c'est pas obligé d'être des grandes actions, ça peut être des petites affaires. Un de mes films préférés à vie, c'est Jackie de Pablo Larraín. OK, j'ai pas vu ça. Le film commence avec la mort de John F. Kennedy. OK. Et se termine avec Jackie Kennedy qui quitte la Maison-Blanche. Fait que c'est une semaine dans la vie de Jackie Kennedy où c'est elle qui se promène dans des grandes pièces vides de la Maison-Blanche. OK. Pas vides, mais des grandes pièces froides de la Maison-Blanche où il n'y a plus de vigueur. Puis le film, c'est à peu près ça, mais c'est dans les petites actions que tu comprends le personnage de Jackie Kennedy. C'est dans l'événement traumatique de la mort de son mari. C'est quand même un gars qui s'est fait tirer une balle dans la tête, dans le cœur, puis dans à peu près tout. À même pas un mètre d'elle. Puis c'est de voir des gens qui se foutent carrément de ce personnage-là. C'est hallucinant, c'est fascinant, celui-là. Puis c'en est de la lenteur, puis c'est long. Un film comme The Witch, un autre film américain, c'est long. Hein? Tantôt, t'as parlé du démantèlement. J'adore le démantèlement. Moi, ça m'a parlé. Le Vendeur, j'ai trouvé ça super beau. Oui, j'ai bien aimé ça, Le Vendeur. Mais il y en a des shots longues là-dedans. Oui. Mais je crois qu'il y avait... Justement, le personnage de Gilbert Scott est porté par des actions qui sont fortes et qui le définissent en tant que personnage. Mais je suis d'accord, j'ai aimé ça, Le Vendeur. C'est sûr, là, tu pourrais enlever là, les petites scènes. Là. C'est souvent ça. Mais c'est super bon. C'est bien exécuté. Mais... C'est bien joué. Mais des fois, la question, c'est... Hey, si on enlève tes plans, ça devient un moyen-métrage, ton film. Exact, il y a ça. Est-ce que ton scénario était juste pas assez long, puis il a fallu que tu pallies le manque en mettant des plans qui sont très longs, contemplatifs. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi, là, puis je comprends. Là. Mais tu sais, mettons un film que j'aime aussi, c'est-tu The Rabbit Hole ou Down the Rabbit Hole? Je sais pas. C'est Nicole Kidman c'est l'histoire d'un deuil, là, tu sais, son petit gars est mort, tu sais. Fait que c'est juste ça, là, tu sais. Fait que tu devines, il se passe pas mille affaires là-dedans, là, tu sais. Il y a comme un moment donné, une action, là, où elle rencontre, en tout cas, elle se lie d'amitié avec le gars qui a causé la mort de son fils. C'est juste ça, le film, là, puis ça finit qu'elle organise un party hot dog, là. C'est ça, la résolution, là. Mais je l'adore, ce film-là, man. Il est lent, il se passe pas grand-chose, mais c'est juste bien écrit. On rit un petit peu aussi, là. On rigole dans ce film-là. Des fois, c'est pas mal de rire dans un film. Non, là. Même tabarnak. Moi, j'adore ça, là. Il n'y a pas beaucoup de moments drôles, mettons, dans la liste de Schindler, mais il y a quand même des moments plus légers, des moments où il y a certaines blagues. C'est correct. Ben, c'est ça, l'humanité, là, tu sais. Puis, Chris, ça, c'est un des problèmes de nos séries télé québécoises, là, qui sont unilatéralement dramatiques, là. Tu sais, dans une saison, t'as pas une crise de joke, là. Tu sais, dans la vie, là, genre, on a tous des vies plus ou moins dramatiques, mais on va avoir dit 8 jokes dans notre journée, là, tu sais. Il n'y a pas une place où tu fais plus de jokes puis tu ris plus des fois que dans un salon funéraire. Ben, tellement, là, tu sais. Il y a des fous rires hallucinants qui se font dans les salons funéraires, même autour de quelqu'un qui est mort, tu sais. Complètement. T'as le grand-père qui est décédé sur son lit, puis t'as juste quelqu'un qui va dire une affaire vraiment niaiseuse, puis l'atmosphère va être détendue, mais après ça, les moments dramatiques sont d'autant plus forts. C'est ça, parce que tu dis, hey, je viens de rire, mais oh, là, on vit quelque chose. Tu sais, si c'est juste accumulation de tristesse par-dessus tristesse, ça manque d'humanité. Moi, c'est pour ça que je décroche, tu sais, mais je veux pas chier sur, tu sais, mais mettons Unité 9, là, il était rare, là, les petites blagues, là, tu sais, des fois, t'avais Ève Landry qui allait essayer d'en pousser une, mais le texte était pas écrit pour que ce soit comique, jamais, là, mais tu sais, Dieu sait qu'ils doivent rigoler quand même un peu, les femmes en prison. Ça doit être une soupape de ce qu'ils vivent, là. En tout cas, qui suis-je pour chier là-dessus, mais... C'est quoi tes films québécois préférés, par contre? Ou ceux qui te marquent, ceux que t'aimes beaucoup? Léolo. J'adore Léolo. J'ai beaucoup aimé. Très poétique, puis encore là, il y a quand même quelque chose de très abstrait dans Léolo. C'est pas une histoire straightforward que tu suis histoire A, B, C, puis on y va. Là. Même à la fin, tu te poses des questions, t'es comme, je suis pas sûr d'avoir tout compris ce que j'ai vu, mais
Mais ça c'est marche. un grand film, tu sais. Ouais. J'ai aimé, mon Dieu, tu me prends un peu de cours, là, mais tu sais, j'ai parlé des Barbares de la Malbaie. Je sais pas pourquoi j'ai adoré ce film-là. Je l'ai trouvé super bien écrit. Ça me plaisait beaucoup, ce film-là. Moi, je viens de Rimouski, hein, ville du hockey aussi, là, fait que... Avant qu'on explose, tu l'as mentionné tantôt. Ouais, j'avais full aimé ça, tu sais, mais sinon, ben, tu sais, mettons Incendie, je trouve que c'est un bon film, tu sais, il y a ses faiblesses, mais c'est quoi que les gens répondent d'habitude, les grands films québécois? Ah, ceux qui viennent souvent, ben Crazy, forcément, Ouais. ça revient beaucoup, Le Polytechnique. le déclin, j'aime beaucoup, beaucoup. Les Invasions barbares, je l'ai revu, puis je l'ai réapprécié, ce film. Ouais, c'est très bon. Les Ploufs, moi j'adore Les Ploufs, c'est vraiment un excellent film. Les Ordres, grand film québécois. Écoute, j'allais dire La Grande Séduction, c'est pas pire aussi quand même. Ah, c'est vraiment bon. Ça ressemble un peu à les choses mais tantôt, on parlait d'un scénario simple et bien écrit comme Groundhog Day. Ouais. Un film généreux. La Grande Séduction, encore là, ils ont construit un village dans le film. Ouais. C'est une société complète. Les codes sont là, tout est là, c'est bien écrit. Les personnages sont. Les personnages, ils ont une simplicité dans leur profondeur. Ouais, tout à fait. T'as pas besoin de passer 50 minutes avec un personnage pour le comprendre. Si 2-3 affaires, fait 2-3 affaires. OK, je sais exactement c'est qui, lui, dans son village. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire quand même. Et si bol, là, me semble. Mais Ken Scott, il est solide. Je me suis tapé Starbucks il y a pas longtemps. Ouais, c'est bien écrit cette affaire-là. Moins fort que La Grande Séduction, mais ça a du cœur. Puis les personnages, encore là, sont bien construits, sont le fun, on les comprend vite. Ouais, il y a du cœur. Moi, c'est important, ça aussi pour moi. Là. Des fois, dans les drames, là, les gens reçoivent des affaires, mais tu sens pas le cœur qui transparaît. Je sais pas pourquoi, mais tu sais. Ouais, en tout cas, je suis dur un peu, puis même ça, là, j'ai oublié des bons films québécois que j'aime en plus. Là, j'aurais fallu que je check mon Letterboxd. Mais je comprends. Il y a plein de choses que j'aime. On va passer à ton plaisir coupable. Oui. On va le révéler, on va ouvrir l'enveloppe. Là, je sais que les auditeurs et les auditrices depuis tantôt se demandent c'est quoi Madame Peacock avec le chandelier dans le living room? C'est quoi ce film-là? Là? C'est Clou. Film de 1985 réalisé par Jonathan Lynn qui met en vedette Tim Curry, Madeleine Kahn, Christopher Lloyd, plein de comédiens. Sinon, qui sont moins connus, mais en tout cas, ceux que j'ai nommés là ont été à un moment ou à un autre dans leur vie des immenses célébrités. Faire un film avec un jeu de table... Quand même, Je crois que c'est le premier, sauf erreur, ça doit être le premier. Un des rares, là, il y a eu Battleship. Hein? J'essaie de voir. Ouais, après ça, plus c'était les jeux vidéo qui sont devenus des films. Oui, c'est ça. Ça précède Mario Bros, qui est le premier jeu vidéo portant en film. Qui est devenu un film. Mais Clou, c'est... écoute, c'est quoi un film basé sur un jeu de table? Tu sais, moi, là, quand j'ai découvert ça, Clou, ça passait souvent à TQS à l'époque. Puis, tu sais, moi, j'étais à fond là, dans ma passe Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercule Poirot. Moi, là, tu sais, on parlait de l'enfance, là. Tu sais, moi, là, la série Hercule Poirot qui passait à Radio-Québec, là, je capotais là-dessus. J'en ai des cassettes, là, je tapais ça, Hercule Poirot. Mais tu sais, je suis un peu comme tous les gars de, je pense, 11-12 ans, là, on tripait là-dessus. Fait que là, Clou, passe, mettons. Là, comment dire, moi, c'est vraiment le murder mystery là, qui était venu me chercher là-dedans. Puis, je comprenais pas tout à fait toutes les blagues, là, mais là, c'est en le revoyant. Puis, tu sais, ça, la critique a été assez assassine. Ça n'a pas été un film qui a été très bien reçu. Mais, tu sais, moi, je le connais par cœur. Là, et non seulement la version française doublée, qui est la première que j'ai vue, mais après ça, la version anglaise aussi. T'sais, parce que tous les rôles principaux, les 6 suspects, en fait, étaient quand même des gens qui venaient de la comédie, là, qui étaient comme Martin Mull, c'était un acteur comique connu aussi. L'autre qui joue Mr. Green, son nom m'échappe, mais il a fait Spinal Tap. Là, oui. En tout cas, son nom m'échappe. C'est Madeleine Kahn, qui était souvent à SNL, une actrice comique. Souvent avec Mel Brooks. Christopher Lloyd, qui vient de Back to the Future, Taxi, tout ça, tu sais. Puis Tim Curry, qui est... Mon Dieu, c'est formidable. Il faisait Pennywise dans la première version de Hit. Ouais. Puis,
autant terrifiant que drôle. Il était dans Rocky Horror Picture Show. Aussi. Il fait le propriétaire de l'hôtel, ou en tout cas le manager de l'hôtel dans Home Alone 2. Home Alone 2, ouais, tu sais. Puis il y avait... super bon. Miss Scarlett, c'est Leslie Ann Warren, qui, elle, avait été nominée pour l'Oscar d'actrice de soutien pour, voyons, j'oublie... c'est pas Cabaret, là, mais c'est un film de même. Genre All That Jazz? Non, c'est pas ça. C'est Cibole. C'est un film avec Julia. Ça s'appelle Victor Victoria. Victoria. Elle a été nominée pour ça. Fait que c'était quand même une bonne actrice. Ben c'est ça. Comme j'ai, tu sais, t'as dû voir Knives Out aussi. Oui, Knives Out est vraiment très, très inspiré de Clou. Là. Ben oui. Fait qu'il y a de ça. Fait que, tu sais, l'intrigue policière, moi, c'est la première porte. Puis je l'aime, l'intrigue policière dans Clou. Elle est bien faite quand même. Mais là, c'est les jokes là-dedans. C'était écœurant. Puis, tu sais, c'est un huis clos aussi. Quelque chose d'éminemment théâtral dans ce film-là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai lu des analyses après ça, puis il disait que c'est un film culte beaucoup pour des gens qui, comme moi, tu sais, ont vu ce film-là au début de l'adolescence, tu sais, puis qu'après ça... Fait que c'est pour ça que, genre, la critique a été assassine, parce qu'il y a quelque chose de très juvénile, ultimement, là-dedans. Oui, les personnages... Ça reste... On adapte en film un jeu de table. Ouais, exactement, tu sais, un gameplay, tu sais. Ouais. Puis les personnages sont un peu en carton là-dedans. Là, ils vivent pas des grandes émotions, si ce n'est que la peur de s'être fait tuer. Il y a un peu de libido là-dedans. Tout le monde est un petit peu cochon. Il y a le bout où... Tu l'as vu, Clou? Ou... J'ai pas vu, malheureusement. Tu l'as pas vu. Mais il est quand même sur ma liste à partir de maintenant. Il y a un bout où il y a comme un policier qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, eux autres essaient de cacher des cadavres en leur faisant un peu du Week-end chez Bernie sexuel. Ils mettent une vieille tune « Life could be a dream ». Puis là, ils font semblant un peu de se pogner les cadavres. Tu sais, c'est vraiment hilarant, là. C'est full drôle. Christopher Lloyd, il fait le prof Plum. Puis lui, c'est un cochon là-dedans, là. Tu sais, il essaie de... Tu sais, une des phrases connues du film, là, tu sais, il se ramasse avec Mrs. Peacock, tu sais, qui est comme, tu sais, une vieille Chris, là. Puis là, il la regarde, puis c'est Madame Pervenche, en français. Il dit, enfin seul, Pervenche. Tu sais, comme genre... Elle a fait, oh non. C'est full drôle, pour vrai, là. C'est full drôle. Faut que tu vois ça. Puis peut-être en français. Voilà, peut-être en français. Puis, t'es dans la Ligue d'improvisation de Montréal. Ouais. Le jeu, j'ai l'impression que c'est quelque chose que t'aimes. Oui, peut-être. Puis, on en a parlé un petit peu avant, mais dans le temps, t'avais le podcast, rappelle-moi le titre. Ça s'appelait Pas de problème. Pas de problème, que t'as fait avec Antoine Vézina, qui est un joueur lui aussi, qui est quelqu'un qui adore les jeux de table. Il a son bar de Colonel Moutarde. C'est quoi l'importance du jeu pour toi? Ben, mettons les jeux de plateau, là, je suis pas le meilleur. Je suis pas le gars qui triple le plus là-dessus. Mais donc, oui, jouer, être ludique, tu veux dire, là, le jeu... je pense que c'est important. Tu sais... mais peut-être pas tant, ultimement. Parce que pour vrai, tu sais... Clou, pour moi, c'est vraiment plus l'univers du Murder Mystery, plus que le jeu de plate. J'étais pas un tripeux du jeu Clou là, à la maison. T'sais. Fait que, hélas, je pense que... Mais vas-tu faire des soirées meurtre et mystère ou des choses comme ça, ou ça a jamais donné? J'ai déjà fait ça au secondaire un peu, mais j'étais pas un tripeux de ça. C'est plate à ma réponse. Hein? Non, je dirais, je suis pas... Puis tu sais, moi, je suis pas un gamer du tout. Je joue pas à des jeux vidéo. Fait que non, je suis pas un grand joueur. L'impro, pour moi, c'est plus comme... la création que le jeu, que les gagner des points ou gagner des games, ça fait longtemps que je suis moins là-dedans aussi. Là. Fait que, mais il y a quelque chose que je voulais dire au sujet de... Des jeux au sujet des meurtres et mystères ou... Ouais, de Clou. Ben, quelque chose qui était intéressant, peut-être que tu le sais, c'est que lorsqu'il est sorti au cinéma, il y avait 3 versions. 3 fins alternatives. Tu pouvais aller voir les fins alternatives, mais ce qui était pas pire... à TQS, c'est qu'il mettait une à la suite de l'autre. Ah ouais, OK. Fait que c'était... Mais ça aurait pu se passer comme ça. Fait que là, mais... Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que tu parlais de la Lime, tu sais, puis un de mes plus beaux souvenirs de la Lime en 15 ans là-bas, c'est un show qu'on avait fait qui était justement genre un murder mystery, là, tu sais, où moi, j'étais un peu le maître d'œuvre de cette affaire-là. Et c'était un show spécial, tu sais, fait que c'était comme l'équipe des Rouges qui jouait tous les personnages, mais il y avait plein de cadavres. Fait que les gens qui mouraient, c'était donc d'autres joueurs de la Ligue qui n'étaient pas dans cette équipe-là, mais qui
dont les cadavres s'accumulaient sur scène, tu sais. Fait que c'était ingrat en crise là, pour les gens. Il y a longtemps. T'avais genre 8 personnes là, qui allaient être mortes. C'était improvisé. C'était, oui, tu sais, en fait, moi, j'avais les grandes lignes. La personne qui avait tué tout le monde le savait, puis c'était révélé à la fin, là, tu sais. Mais tu sais, il y avait justement Anne-Élisabeth Bossé qui jouait là-dedans, Florence Lompré, Boily jouait, tu sais, gros cast, là, tu sais, Jean-Philippe Durand. C'est une des soirées mémorables, là, tu sais. C'était, on était tous sortis en faisant écrit. Je pense que c'est pas mal le meilleur show d'impro qu'on a fait de notre vie, là, tu sais. C'était très inspiré de Clou, là, tu sais. Ça se passait à cette époque-là. Les personnages plus grands que nature, qui avaient tous des secrets. Mais c'est ça qui est le fun de ces univers-là, c'est que de créer des personnages qui peuvent tous être des assassins. Ouais. Mais automatiquement, ils deviennent louches, puis ils deviennent bizarres, puis... Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qui a tué, mais qui n'a pas tué et pour quelle raison il a pas tué. Parce que du moment que tout le monde a un motif, puis c'est ça qui est le fun dans Knives Out, tu sais, c'est... Tout le monde a une raison d'avoir tué quelqu'un là-dedans. C'est tellement bon, ce film-là. C'est tellement bon. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Puis j'ai lu des analyses là, qui se disent que peut-être que ultimement la jeune infirmière aurait fait le coup, mais qu'elle a double-crossé tout le monde. Puis quand tu le regardes, là, tu fais « Tabarnak, ça se peut que ce soit ça. » Si c'est ça, man, no joke, c'est un des scénarios les plus brillants que j'ai jamais été écrit. Puis, c'est un film où quasiment aux 3/4, tu le sais qui a tué. Là, c'est ça. Mais ça reste entraînant quand même tout le restant du film. Exactement. J'ai vraiment hâte de voir le deuxième. Là, il travaille sur un deuxième. J'ai même le casting a été annoncé. Puis encore une fois, c'est un casting de fou. Puis t'as juste Daniel Craig qui revient en Benoît Blanc. Oui. Oh, man. Avec son accent du Sud. C'est formidable. Il est vraiment bon, ouais. Puis tu sais, il y avait, dans la tradition, tu sais, Murder on the Orient Express, là, où ce que tu avais encore une fois, tu sais, des années 70, il me semble, là, une brochette d'acteurs. Ça n'a pas d'allure de réunir tout ce monde-là. On dirait que le Murder Mystery a toujours été un prétexte à avoir des brochettes d'acteurs. Oui, ça doit être le fun pour n'importe quel acteur de se dire hey, peu importe le personnage que je joue là-dedans, il est le fun. Il est le fun. Je peux parce me gâter, que puis t'as pas le choix que tous les personnages soient le fun parce que tu veux quand même semer la piste de ah mais c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être un autre. Complètement, tu sais. Puis quelque chose de très comme judéo-chrétien là-dedans parce que souvent, tu sais, chaque suspect a des squelettes dans le placard qui sont reliés à des péchés capitaux, justement. T'sais, la luxure, l'avarice. Le personnage de Madame White, Madeleine Kahn, elle aurait tué tous ses maris avant. Là, okay. Fait que là, elle arrive, elle a le placard est plein de squelettes. Là, mais Chris, après ça, t'as avoué faire sa cochonne avec... Man, c'est tellement drôle. C'est bon, ce film-là. Faut le voir. Je vais définitivement le regarder dans les prochains jours. Ouais. Mathieu, quel plaisir ça a été de t'avoir sur l'émission. Merci à toi, un privilège. Je me faisais tout le temps aller la gueule. J'ai trop de choses à dire. Mais... C'est tant mieux comme ça. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on va où? J'ai mon profil personnel, Mathieu Bouillon, mais j'ai également la page à Mathieu Bouillon sur laquelle je mets plus des vidéos, des choses comme ça. Fait que, likez les deux. Moi, ça me fait plaisir. Vous irez voir mes statuts de blagues. Des très bonnes parodies de chansons. Bravo, t'as un bon talent en musique. T'es fin, merci. J'adore ça. J'essaye. C'est bien émulé. Tu sais, quand... Justement, je pense tout le temps à celui de la Bolduc avec Beyoncé. Ça a vraiment l'air d'une chanson de la Bolduc. C'est ça que je trouve fou souvent. Je trouve que les parodies de la Bolduc vont avoir l'air d'une parodie. Ouais. Là, ça a l'air d'être une vraie toune de la Bolduc que t'as retrouvée pour de vrai. Ah, ben t'es gentil. J'adore ces affaires. Je m'amuse sur GarageBand. Je suis pas le meilleur, là, mais j'essaye. Excellent. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Mathieu Bouillon, on a Jasé de film.